Bonsoir messieurs, dames. Ou bonsoir si vous débarquez d'une autre vidéo. Vous connaissez peut-être cette chaîne depuis peu de temps pour certains. Donc on aborde le cinéma, le jeu vidéo, la cuisine, mais sachez que nous sommes également experts de football. Bonsoir Thomas. Bonsoir. Et nous sommes réunis ce soir, exceptionnellement, pour parler de l'Euro 2021 qui s'appelle Euro 2020. Donc on va faire une vidéo pronostic. Thomas, tu as tout suivi? À peu près, ouais. Qui va remporter l'Euro 2020 2021. Et qu'est-ce qu'on doit dire, 2020 ou 2021? Ah bah là du coup c'est 2021. Bah du coup moi je vois sur le papier 4 favoris en termes d'effectifs. Du coup je vois bien l'Angleterre en surprise qui a un gros effectif cette année. L'Allemagne que les gens enterrent trop vite mais qui a un gros effectif avec une ossature du Bayern. Le Portugal qui reste une équipe où il faut faire attention, et puis l'équipe de France, même si je mettrai quelques bémols sur l'équipe de France. Sachant que dans la poule de départ, il y a 2 de ces équipes contre la France. Ouais, on a une grosse poule, le groupe F là, avec France, Allemagne, Portugal et Hongrie. Ouais. Donc ça promet un sacré carnage dans cette poule. Alors quels sont tes pronostics? Qui va sortir vainqueur de la poule? Déjà ce qu'il faut savoir c'est que il y aura 4 meilleurs troisièmes qui seront repêchés sur 6 poules. Ouais. Donc potentiellement ça devrait pas être trop compliqué d'arriver en 8ème, mais le problème de notre poule en fait c'est que vu qu'elle est dure, on peut facilement être dans les 2 pires troisièmes et pas être repêché. Mais après tu veux faire quoi, poule par poule? Si tu les connais par cœur, vas-y. Alors le groupe A c'est un des groupes où il peut y avoir le plus de surprises parce que c'est assez homogène. En gros dedans il y a Pays de Galles, Suisse, c'est quoi les 2 autres? Turquie et Italie. Donc ce groupe là c'est le groupe où il peut un peu tout se passer parce qu'il n'y a pas vraiment d'équipe nulle entre guillemets et il n'y a pas vraiment de grosses équipes. Ouais. Donc c'est assez homogène, mais si j'en voyais 2 sortir, je verrais quand même l'Italie, je pense, et derrière eux, sûrement la Turquie, je pense. La Turquie La Turquie a une équipe pas trop dégueu, ils ont fait des résultats assez... Tu m'as dit que la Turquie avait battu l'équipe de France, il y a pas longtemps. Ouais, l'équipe de France, elle a joué 2 fois, je crois qu'il y a eu un match nul et une victoire pour la Turquie. Donc ne pas sous-estimer la Turquie. Ouais. Du coup, dans cette poule, je vois bien l'Italie et la Turquie sortir. Ok. Après le groupe B c'est quoi? Je sais plus exactement. Oui, vous nous excuserez, on n'a pas les trucs sous les yeux. C'est pas un problème. On va dire que les grosses nations, genre la Belgique, elle a pas un groupe très dur. Genre elle va sortir assez facilement. Les Pays-Bas c'est pareil. L'Angleterre et avec la Croatie je crois c'est pareil. L'Angleterre devrait pas avoir trop de problèmes à sortir. Donc en gros le seul groupe un peu de la mort c'est le nôtre quoi, le F. Ouais c'est le pire. Mais c'est quoi cette connerie comme quoi la Belgique est premier classement FIFA? Pourquoi? Ils ont rien gagné, on est d'accord, ils n'ont pas gagné la Coupe du Monde, ils n'ont pas gagné l'Euro. Coupe du Monde 2018 et le classement FIFA c'est aussi basé sur tous tes résultats dans l'année en matchs amicaux ou les Ligues des Nations ou les matchs pour les qualifications pour justement cet Euro et ensuite pour la Coupe du Monde. Ouais mais est-ce que c'est pas un petit peu bidon? Parce que franchement, qui en a quelque chose à foutre des matchs amicaux? Ça prouve pas que t'es le meilleur. Ouais, non, c'est vrai, je suis d'accord, mais après, ça monte une régularité, on va dire, et de toute façon, enfin, sur les dernières années, genre en 2018, pour moi, les 3 meilleures équipes, c'était la France, la Belgique et le Brésil. Après, l'ordre, je sais pas, mais en gros, le classement FIFA, c'est ces 3 équipes qui sont les premières, et ça reflétait quand même une réalité. Après, moi, la Belgique, cette année, je les vois pas aller au bout. Ah, ils sont favoris pour rien. Mais ils sont pas favoris. Ah bon? Non, favori sur le papier, normalement c'est l'équipe de France, t'es champion du monde, oui, t'as la grosse équipe. Mais j'ai l'impression que la Belgique est quand même assez favorite. Les gens pensent qu'ils vont aller au moins en demi-finale, voire en finale. Mais le truc qu'il faut faire attention avec la Belgique, c'est que Eden Hazard depuis qu'il est au Real, ça fait 2 ans que c'est compliqué. Ah c'est con, je l'aimais bien. Kevin De Bruyne, il s'est blessé là pendant la finale de la Ligue des Champions. Il s'est blessé au nez, tu m'as dit? Au nez, ouais, il a eu un contact avec un autre joueur et il a été blessé au visage, au nez et à l'œil. Et du coup, il a failli être opéré et louper l'Euro. Finalement, il loupe l'opération. Donc, il sera bien là à l'Euro. Mais du coup, là, il fait des tests et tout. Et il va prendre du retard dans sa préparation. Et puis, la saison avec Manchester City a été assez longue. Donc,
Je pense qu'il arrive aussi un peu fatigué et tout, donc pas dans la meilleure condition. Donc déjà, quand 2 de tes top joueurs arrivent pas en forme, c'est pas bon signe. Ouais. Ensuite, il y a Witsel qui a un milieu de terrain assez important pour eux qui fera pas l'Euro. Meunier a pas fait une très bonne saison à Dortmund, donc en gros dans les têtes d'affiche de la Belgique, il y a Lukaku qui fait une très bonne saison avec l'Inter, mais dans les autres cadres on va dire ils n'arrivent pas au meilleur de leur forme, donc je pense pas que ce soit... Après ils ont un groupe facile, donc je pense qu'ils vont arriver assez facilement en 8ème, ils arriveront peut-être en quart ou autre, mais je pense que quand ils vont tomber sur une grosse nation, je les vois pas passer ce coup-ci. Ils vont se faire sortir. Ouais. Remarque, quand ils sont tombés contre nous au mondial, la dernière fois, ils ont perdu aussi. Oui, mais c'était close. C'était en demi quand même. C'était close, tu veux une clope? Ouais, je veux bien. La France, Thomas, la France, c'est ce qui intéresse tout le monde, vous avez cliqué pour ça, moi aussi. La France, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'on va sortir de cette poule de merde? On a nos chances, après, c'est compliqué. En fait, ce qui me fait peur, c'est que déjà, j'entends l'interview de 2-3 joueurs qui ont l'air très confiants et tout, et oui, c'est normal d'être confiant, on est champion du monde, et sur le papier, on a un des effectifs, si ce n'est pas le plus fort, mais le problème, c'est que ça, c'est si on regarde que le papier, et ce qu'il faut regarder, en fait, c'est que il y a beaucoup de nos joueurs qui, eux aussi, n'arrivent pas dans la meilleure des formes. C'est-à-dire, notre gardien Hugo Lloris a pas fait une super saison. En défense, pour la charnière centrale, Varane a eu le Covid, il a eu une saison compliquée, donc pareil, il n'arrive pas dans le meilleur état de forme. Presnel Kimpembe qui va remplacer Umtiti, pour l'instant en équipe de France, on l'a pas encore vu comme cadre et tout, donc il fait des matchs par moment, ça va au PSG, mais c'est pas toujours, il y a des petites erreurs et tout, donc est-ce qu'il a les épaules pour être ce deuxième homme dans la charnière? Le poste où on sait que c'est le plus faible, c'est latéral droit avec Pavard qui a Dubois en remplaçant. Dubois, autant vous dire que pour le niveau de l'équipe de France, il est clairement pas au niveau, et Pavard il fait des matchs avec le Bayern, ça va, mais le problème de Pavard, c'est qu'offensivement c'est pas tip top, et que on se rappelle à la Coupe du Monde, c'était beaucoup de il avançait pas plus haut que la ligne du milieu, beaucoup de passes en retrait, il prenait pas beaucoup de risques, des fois il était en difficulté sur son côté droit, et le truc c'est qu'à la Coupe du Monde 2018 il avait Mbappé pour l'épauler, venir défendre. Or ce coup-ci Mbappé va jouer plutôt côté gauche parce que c'est son habitude avec le PSG. Ouais. Surtout qu'à droite on a des Coman, des Dembélé, éventuellement Griezmann qui pourrait jouer selon si on joue en 4-3-3 ou ça dépend de la setup qu'on va prendre. Dit Pavard, tout le monde se rappelle de lui pour un truc, c'est le but qu'il a mis contre l'Argentine. Oui, mais bon, bien sûr que ce but il compte et que c'était formidable et que c'était dans un moment important, mais il y a aussi de la chance dans ce but. Et des buts comme ça, il va pas en mettre. C'est simple c'est un en fait. but que tu vois tous les 36 du mois, quoi. La Coupe du Monde, c'était il y a 3 ans. Est-ce qu'il a refait une action, ne serait-ce qu'une action à ce niveau, en 3 ans? Non, enfin il va pas remettre un but comme ça, mais après il fait des matchs intéressants, mais sur le plan offensif, je le trouve pas assez. Enfin, quand tu compares aux autres nations, genre par exemple tu prends un pays comme l'Angleterre, à ce poste-là en arrière droit, ils ont 3 joueurs de top niveau. Ils ont Trippier à l'Atlético Madrid, ils ont Alexander Arnold à Liverpool, et à Manchester City, j'ai plus son nom, mais ils en ont au moins 3 hauts niveaux à ce poste-là. Nous en France, ce poste c'est vraiment faible. Pour toi, ce qui merde là dans l'équipe de France, c'est la défense. La défense et le goal ont pas fait. Il y a eu du Covid, des blessures, des saisons pas terribles avec leur club. À part Lucas Hernandez à gauche, que je mets un peu à part parce que lui j'ai bien aimé ses matchs avec le Bayern, je le trouve assez constant et tout. Et l'autre truc c'est aussi notre milieu de terrain. Parce que notre milieu de terrain, moi, Paul Pogba à Manchester United, je suis vraiment pas convaincu. Je trouve sa saison encore pas terrible du tout. Tolisso et Rabiot, Tolisso il revient de blessure. C'est un joueur qui, quand il est en plein moyen de ses possessions, c'est pas mal, mais il a été quand même souvent blessé et tout. Rabiot en équipe de France, pour l'instant, il a pas de match référence. À la Juventus, c'est pas foufou. Donc il y a que Kanté qui surnage et qui est vraiment au top niveau, mais le reste des milieux de terrain, je sais pas. Kanté, dont tu as le maillot, Thomas. Oui, pour les experts d'ailleurs, je sais pas si vous verrez, mais sur ce maillot il y a une étoile. Et oui, on avait acheté le maillot avant qu'on gagne la Coupe du Monde en 2018. Nous sommes des puristes, messieurs. Kanté, du coup, tu m'as dit c'était l'homme de la Ligue des Champions, Ballon d'Or. Alors Kanté,
il est sur un niveau cette année, comme depuis un moment, hein, parce que déjà la Coupe du Monde 2018, il avait fait une énorme Coupe du Monde et la France aurait jamais gagné sans ses performances. Mais ouais, il est régulier, chaque saison il fait des gros matchs et tout, et là cette année en Ligue des Champions il est homme du match sur les 2 demi-finales, sur la finale, en 8ème contre l'Atlético il a fait des gros matchs aussi, donc il a fait vraiment une grosse compétition en Ligue des Champions. Et si il venait à être vraiment important pour l'équipe de France dans cet Euro et que l'équipe de France allait loin, c'est plus compliqué pour quelqu'un de son poste parce que c'est un numéro 6, une sentinelle devant la défense. Or les ballons d'or récompensent plus souvent les joueurs offensifs, créateurs, mais le mec est tellement énorme et sert tellement à l'équipe que, et en plus l'humilité, la personne que c'est et tout ce qui dégage en plus de ses performances, il mériterait vraiment de gagner une récompense. Est-ce qu'il mériterait pas plus d'être capitaine que Lloris? Non, parce que c'est quelqu'un quand même de réservé, c'est pas un leader je pense, ouais. Du moins pas oralement, pas après sur le terrain chez moi, mais non, mais même, pour moi, Hugo Lloris en capitaine, c'est pas le meilleur choix, je pense. T'aurais vu qui en capitaine? Un capitaine, pour qu'il soit entendu par tout le monde et que ça se passe bien, c'est quelqu'un qui doit quand même être vachement mêlé au groupe, ami avec tout le monde, qui, sur les résultats sportifs, il y a un gros joueur comme ça, quand il dit des choses ou autres, il est écouté par les plus jeunes ou autres, il a le respect. Et je sais pas, dans ce rôle-là, je vois plus un Griezmann ou quelqu'un comme ça en capitaine. Ouais. Un personnage charismatique qui est au centre du groupe. Ouais. Donc tu me dis le milieu de terrain pas terrible à part Kanté. Par contre là où c'est bien, c'est l'attaque. C'est pas que c'est pas terrible, ça reste des bons joueurs, mais incertitude quoi. Rabiot et Tolisso pour l'instant en équipe de France. Je veux dire la Coupe du Monde 2018, on la gagne. Nos 3 milieux, c'est Pogba qui d'ailleurs est énorme sur cette compète, alors que pareil, la saison d'avant, il n'était pas non plus ouf en club. C'est pour ça qu'avec Pogba, on peut quand même avoir l'espoir que avec l'équipe de France, il va réussir à une nouvelle fois se sublimer et faire une meilleure compétition. Mais c'est vrai que là en club dernièrement, c'est pas foufou. Et Tolisso et Rabiot. Rabiot, lui, il n'était pas du tout là à la Coupe du Monde 2018. Tolisso, c'était plus un sub, un remplaçant. Il n'y a plus Matuidi là qui est parti en MLS et du coup c'est un peu une fin de carrière pour lui. Donc la seule référence, le seul mec qu'on est sûr à 100% au milieu de terrain, c'est Kanté. Et du coup, le truc c'est aussi comment Deschamps va choisir de jouer. Parce que là par exemple dernièrement j'ai vu que ça optait plus pour un 4-4-2 en losange, pourquoi pas. Mais en fait dans tous les cas, je pense que cette année, contrairement à la Coupe du Monde où on avait joué en 4-3-2-1 avec 2 milieux de terrain, Kanté et Pogba souvent dans les gros matchs, là je le vois plus jouer la sécurité jouant avec 3 milieux au moins. Ok, et donc l'attaque, qu'est-ce que ça vaut cette attaque? Et l'attaque en fait, c'est le secteur où on est le plus fort sur le papier, et même dans les faits, je veux dire on a Mbappé et Benzema qui font tous les deux une saison énorme. Griezmann au Barça, ça va un peu mieux, c'était pas fou au début, mais là ça va un peu mieux. Puis de toute façon, Griezmann. Qu'est-ce qui s'est passé avec Griezmann? Parce que j'ai l'impression qu'il va moins vite qu'avant, il est moins. Non, c'est juste qu'il a un rôle différent au Barça qu'il avait à l'Atlético. Ouais, parce qu'il joue avec Messi du coup, et ouais, du coup c'est un peu compliqué pour lui parce que Griezmann c'est quelqu'un qui est vraiment fort derrière une pointe, en 10 un peu. Genre en meneur d'attaque qui crée le jeu et tout, et ça c'est ce qu'il fait en équipe de France et il a toujours été bon jusque là. Mais au Barça il y a déjà Messi pour faire ça, donc on lui demande de faire autre chose en fait. Mais est-ce que tu penses que d'avoir joué avec Messi ça l'a rendu meilleur? Ou est-ce que du coup il est pas au max de son potentiel pour cette compétition? Je pense que ça ira Griezmann. Je suis pas trop inquiet pour notre attaque, on a vraiment des joueurs excellents, et en plus il y a des Dembélé ou des Coman. Après le truc c'est que on aimerait tous en fait en voir au moins 4 sur les 5 d'entre eux titulaires et jouer avec 4 attaquants, mais je pense que Deschamps va plus choisir de solidifier son milieu, surtout que là le premier match c'est contre l'Allemagne. Contre l'Allemagne je pense qu'il s'attend à ce qu'on n'ait pas beaucoup de possession et tout. Tu te rappelles la dernière fois qu'on a joué contre l'Allemagne en compétition? Ouais, c'était la demi-finale de l'Euro 2016. Et oui, Griezmann avait fait un super truc, 2-0. Ouais, mais ça illustre ce que je te dis, c'est que ce match-là, on le gagne 2-0, Griezmann est énorme, mais dans le jeu, on est complètement dominé au niveau de la possession. Genre l'Allemagne contrôle complètement le match et on gagne sur des contres, on est solide défensivement et tout, mais... De toute façon, c'est une équipe qui joue vachement en groupe, un peu comme l'Espagne en 2010. Ils font beaucoup de passes, ils vont sûrement avoir la possession aussi, là. Ouais. Puis, ouais,
Tout à l'heure j'ai parlé par exemple que je voyais la Belgique plus en difficulté, que l'équipe de France faut pas qu'elle soit trop confiante parce que certes on a les effectifs pour aller au bout, mais il y a des interrogations quand même sur des joueurs. Et il y a une autre équipe que j'aimerais parler, c'est l'Allemagne. C'est que l'Allemagne, tout le monde les enterre super vite et tout, mais quand tu regardes l'Allemagne sur le papier, genre toute leur attaque et leur milieu de terrain c'est le Bayern. Genre en attaque ils ont Müller qui revient. Sur les côtés, ils ont. Müller, est-ce qu'il a pas 105 ans? Il a quel âge ce mec? Mais non, il a, je sais pas, 31, il est pas si vieux que ça. Il est en fin de vie, c'est terminé. Je sais même pas s'il a 31. Il a commencé jeune et tout, donc on a l'impression qu'il est là depuis. J'ai l'impression qu'il est là depuis toujours. Il est pas si vieux que ça. Ouais. Donc il y a Müller, il y a Gnabry et Sané sur les côtés. Milieu de terrain, il y a Kimmich et Goretzka. Donc tout ça, c'est le Bayern de Munich, le shit. En plus, tu peux rajouter un Toni Kroos en troisième joueur de milieu du Real là, qui est énorme. Leur goal, Neuer. Lui, c'est un mur. Et en défense, ils ont de la défense du Bayern, ils ont des gars de Chelsea comme Rudiger et tout. Enfin, sur le papier, l'Allemagne, c'est très très fort à tous les postes en fait. Donc attention de ne pas les sous-estimer, pas les enterrer très vite, parce que sur un match, ils peuvent nous faire mal. Mais finalement, le PSG a quand même sorti le Bayern durant la Ligue des Champions. Ouais. C'est un bon signe. On a quand même pas mal de joueurs qui vont se retrouver dans l'équipe de France, et de l'autre côté, tu vas pareil en Allemagne. Il n'y a pas beaucoup de joueurs de l'équipe de France du PSG. Hein. Il y a Mbappé, il compte pour 10 joueurs. Il y a Mbappé, il y a Kimpembe, il n'y en a pas beaucoup. Hein. Ouais, non, c'est vrai. Contrairement au Bayern. Mais bon, tu vois, c'est vrai que c'est pas vraiment comparable. Pour revenir sur l'équipe de France, donc Benzema revient. Qu'est-ce que tu penses de ce joueur en général? Est-ce que tu penses qu'intégrer, même s'il est très très bon, est-ce que c'est une bonne idée de mettre ce joueur dans ce groupe au dernier moment? Parce qu'il aurait pu le refaire venir en début de saison, tu vois, il y a un an. Pourquoi il attend la compétition pour le faire jouer? Déjà, il y avait l'histoire entre deux qui était compliquée à régler, mais pourquoi il a choisi maintenant? C'est qu'il y a un vrai problème en équipe de France au poste de numéro 9, c'est-à-dire que ça fait des années qu'on repose essentiellement sur Giroud. Ouais, qui commence à vieillir. Et que Giroud, il joue quasiment plus avec son club à Chelsea en fait. Enfin, là, depuis que Tourelle est arrivé en janvier, je crois qu'il a quasiment pas joué. J'ai pas regardé la finale, il a joué ou pas un petit peu? Non. Pas du tout, ok. Donc dernièrement, il joue plus. Donc il a gagné une Ligue des Champions en ne jouant quasiment pas. Non, ce qu'il faut savoir, c'est que Tourelle, il arrive en janvier. Ok. Et qu'avant ça, il y a eu les phases de poule. Et que sur les phases de poule, Giroud a beaucoup joué quand c'était encore Franck Lampard, l'entraîneur. Ok. Et qu'il a marqué énormément de buts. Il a marqué 6 buts. Ok. Dont 4 contre Séville, les deux autres je me rappelle plus. Mais bref, il finit 3ème meilleur buteur de la Ligue des Champions derrière Haaland et Mbappé. Est-ce que c'est pas du coup un des mecs les plus titrés de l'histoire? Parce que du coup il a gagné une Coupe du Monde, une Ligue des Champions. Une Ligue Europa. C'est rare quand même de tout cumuler. C'est rare de tout cumuler. Ouais, non, il a un gros palmarès. C'est ouf. Mais le truc c'est que, et Deschamps l'avait déjà prévenu, ça fait un moment que sa situation en club, le fait de pas jouer, de pas avoir de rythme, c'est compliqué. Et que derrière lui, il y a des Ben Yedder ou autres, mais c'est pas des mecs qui ont un niveau de Benzema. Enfin, Benzema, ça fait 2 ans qu'au Real, depuis que Ronaldo est parti, c'est lui vraiment qui mène cette équipe du Real, qui leur permet de rester correct alors que l'équipe est vraiment vieillissante, que le mercato a pas été bon pour eux. Et il a énormément planté, il a été énormément décisif, il est même retourné pas mal de fois faire lui-même le jeu à l'avant. Enfin bref, le Benzema d'aujourd'hui, avec son niveau du Real, sur le plan sportif, c'est incontestable qu'on a besoin de lui en équipe de France. Ouais. Mais après, tu sais, t'as la qualité intrinsèque des joueurs et t'as le phénomène de groupe. Je pense que quand même l'équipe de France a surpris tout le monde il y a 3 ans. Tu vois, il y avait un potentiel, mais il y a peu de monde qui disait l'équipe de France va gagner le championnat, même nous on le disait pas. Donc est-ce que là Benzema c'est une si bonne idée? On va voir, du coup le test ça va être demain. Ce soir pour vous du coup, parce que cette vidéo va sortir quelques heures avant le match France-Pays de Galles. Sur le papier, les joueurs ils sont tous très bons, ils savent jouer en équipe et ça devrait le faire. Après les problèmes c'est comme tu as dit, il arrive un peu au dernier moment donc ça va manquer d'automatisme. Surtout qu'on a que 2 matchs amicaux avant la compète pour organiser tout ça. Donc après vu que c'est des bons joueurs, j'espère qu'ils vont réussir à créer un jeu d'équipe assez rapidement. L'autre problème, c'est que... putain, je sais plus ce que je voulais dire. Il y a déjà le problème du groupe, s'intégrer au groupe. Non, l'autre problème, c'est... dans quel schéma de jeu il va les faire jouer. Pour les mettre tous à bonne disposition, parce que
il y a un risque que Benzema, qui aime beaucoup dézonner, revenir et tout, il se retrouve un peu dans le secteur de jeu de Griezmann, qui lui aussi aime bien être à la création. C'est ça la question, faut faire attention qu'il se marche pas sur les pieds. Ouais, c'est la compatibilité finalement. Mais bon, je pense que c'est des grands joueurs et ils arriveront à s'adapter, mais on sait jamais, c'est toujours un risque, surtout que là ça manque d'automatisme. Et le troisième problème, c'est attention à la guerre des égos, entre guillemets. Que tout le monde ne veuille pas tirer la couverture, parce que Benzema va y avoir une énorme pression sur lui. Dernièrement, il est observé par tout le monde. Tout le monde attend sur son retour qu'il fasse des différences et tout, donc il a une grosse pression sur lui, il va devoir montrer, mais Mbappé aussi va vouloir montrer et tout. Enfin, c'est ça aussi le problème, c'est que quand tu as beaucoup de très très bons joueurs, le risque c'est que ils veulent tous un peu tirer la couverture, être décisifs, et des fois ça peut créer un problème. Pour revenir à Benzema, est-ce qu'il va chanter la Marseillaise? On s'en fout de ça. Est-ce que ce n'est pas un problème? Non. Et Didier Deschamps, quand il l'a remercié, c'était sincère? Ouais, je pense. De toute façon, les deux se sont parlé, on sait pas trop ce qu'ils se sont dit, mais ça a l'air de bien se passer, quoi. En tout cas, ça envoie un bon message, c'est qu'on peut tous se réconcilier, c'est magnifique. Oui. Donc la France, on va gagner. On va niquer l'Allemagne, on va écraser le Portugal. Favoris. Mais imagine un scénario où il y a 0-0 ou 1 partout, un match nul Allemagne-France, possible. Un match nul Portugal-France, c'est possible. Non mais tout est possible. Et tout va se jouer contre l'Ukraine. Cette équipe de France, elle peut aller au bout, parce qu'elle a vraiment l'effectif et la qualité qu'il faut. Mais attention, ça peut être aussi un dérapage complet. Genre, je veux dire, on a plein d'exemples dans l'histoire. Par exemple, on prend l'équipe de France en 2002, il y avait plein de bons joueurs et au final ça a été une catastrophe en Corée du Sud, on s'est planté complètement. Oui, j'aimerais bien oublier cette période d'ailleurs. Et aussi attention au fait d'être les champions du monde, parce que ces dernières années, l'équipe championne du monde, derrière la compétition d'après, c'est pas terrible. On se rappelle, genre par exemple l'Italie qui gagne la Coupe du Monde en 2006, derrière c'est pas terrible. L'Espagne, après leur triplé 2008, 2010, 2012 en Coupe du Monde 2014, ça explose. L'Allemagne, elle gagne la Coupe du Monde en 2014. Après, à l'Euro 2016, certes, ils vont jusqu'en demi-finale, c'est nous qui les sortons. Mais par exemple, en 2018, ils se plantent complètement, ils sortent dans une poule qui était largement à leur niveau. Ils sortent contre genre le Mexique, la Corée du Sud et... C'était quoi la troisième équipe? La Suède, je crois, je sais plus. Je sais plus, par contre, en termes d'organisation, parce que tu sais, la Coupe du Monde, ça se passe dans un seul pays. Non, là pas du tout. Là, c'est n'importe quoi d'ailleurs. C'est qu'à cause du Covid et tout, c'est une organisation où en gros, ça va se passer dans plein de pays différents. Et en fait, ça avantage vachement des nations. Genre, il y a des équipes, elles vont jouer leurs 2-3 matchs de poule chez eux, dans leur pays, à domicile. D'autres qui vont devoir bouger à droite à gauche, donc ça, c'est aussi quelque chose à prendre en compte. Ok, on va faire une toute petite coupe et on reprend. Nous reprenons donc, l'organisation est merdique, ça se passe partout. Ouais. Et ça avantage des gens. Ouais. Qui va être avantagé? L'Angleterre, ouais. Par exemple. Après, je sais plus, faudrait que je regarde. Je sais qu'il y a l'Angleterre. Je me demande s'il n'y a pas... Attends, c'est qui? C'est l'Espagne. Je sais plus, mais je sais qu'il y a 2-3 grosses nations, par exemple, ils ont quasiment tous leurs matchs chez eux, donc... Et ça se passe pas du tout en France? Non, si je dis pas de bêtises, la France, on va jouer contre l'Allemagne en Allemagne. Ouais. Le match de la Hongrie, je sais plus, peut-être on le joue chez nous. Et suivant qui gagne, qui progresse, ça change rien à l'organisation, tout est déjà prévu. Ouais. Genre on sait où la finale va se jouer? Ouais, en Angleterre, je crois. En fait, la plupart des matchs vont jouer en Angleterre, en fait. Ils se sont dit que l'Angleterre allait gagner, quoi. Non, mais en fait, ils ont dit que c'était par rapport au coronavirus, mais ce que je comprends pas, c'est que l'Angleterre, c'est pas un des pays où ça se passe le mieux, là, en termes de coronavirus. Si, parce qu'ils ont vacciné une grande partie de leur population, là, c'est bon. Hein. Mais ils ont encore pas mal de cas de variants indiens et tout. Ah ouais, c'est vrai qu'il y a le variant indien maintenant. Ouais, je sais pas, après, je t'avoue que... Au bout d'un moment, cette situation, j'en ai un peu marre de la suivre. Ah bref, c'est le contexte sanitaire ça qui oblige la compétition à être comme ça, mais du coup, au niveau de l'équité, c'est un peu dommage, quoi. Ouais. Bon, revenons quand même sur la France, moi ça me tient à cœur. Est-ce qu'on va passer ces poules? Et si oui, une fois qu'on les passe, parce que c'est quand même des grosses équipes qu'on affronte. Moi j'y crois, il y a des raisons d'y croire, il y a quand même une grosse équipe, on est champion du monde et tout. Mais une grosse compète comme ça, c'est comme une Ligue des Champions en fait. Tu peux avoir la meilleure équipe sur le papier. Suffit que tu rencontres une autre grosse équipe, sur un match il peut tout se passer en fait. Tu peux sortir en quart, en demi.
C'est pas forcé que tu la gagnes. Et là, on a un groupe tellement compliqué. Je nous vois quand même sortir du groupe, tu vois. Parce que je pense qu'on va battre la Hongrie. Ouais, et tu penses, c'est sûr. C'est jamais sûr, un match ça se joue en fait. Non mais attends, ils sont payés des millions. Il y a des pubs partout. Attends, s'ils gagnent pas, moi j'arrête. Que là, pour l'instant, ce soir, on parle que de papier. Moi, quand je donne mes 4 favoris là, Angleterre, France, Allemagne, Portugal, c'est selon les listes des 26 que j'ai regardé, les effectifs qu'ils ont et tout, c'est du papier. Après, déjà, on va avoir un peu plus d'indications cette semaine parce qu'il va y avoir des matchs amicaux et tout pour voir un peu comment ça se passe. Mais après, le papier, ça fait pas tout, faut montrer sur le terrain. Et mais moi, je veux des résultats sûrs, Thomas. Dis-moi qu'on va gagner. Moi, dans mon intuition, la Hongrie, on va la battre. Le Portugal, je suis confiant, je pense qu'on va les battre. Après, le match des 3 qui me fait le plus peur, c'est contre l'Allemagne. Et c'est notre premier match. Donc, si jamais on perd, on perd contre l'Allemagne, le premier match. Ah, c'est le premier en plus. Ça démarre mal, tu vois. Ah, c'est chiant, vraiment. Direct. C'est-à-dire que ton deuxième match, il est contre la Hongrie, le plus faible des 4 de la poule. Ouais. Donc déjà tu vas jouer une mort subite contre la Hongrie. Si tu t'es planté contre l'Allemagne, t'es là, t'arrives contre la Hongrie, t'es pas bien, genre t'es en mode t'es obligé de gagner et rien d'autre. Faut marquer beaucoup de buts. Donc déjà ça met une pression supplémentaire sur l'équipe et tout. Ouais. Et après le dernier match c'est contre le Portugal, où là éventuellement... Bon, Cristiano Ronaldo il est vieux, c'est fini, c'est le Molly. Le scénario un peu mauvais entre guillemets, t'as perdu contre l'Allemagne, tu gagnes contre la Hongrie et tu joues un peu une finale contre le Portugal, ça reste chaud. Mais ça peut aussi arriver à d'autres équipes. Et puis il y a un autre truc avec l'équipe de France que j'ai oublié de dire. Ouais. S'il y a quelque chose qui est assez récurrent avec notre sélection quand même depuis que moi je la suis depuis un peu plus d'une vingtaine d'années maintenant, c'est qu'en général les phases de poule on a toujours beaucoup de mal à rentrer dans les compétitions. Ouais. Et vrai. La plupart du temps ça va parce qu'on joue pas des grosses nations. Par exemple la Coupe du Monde 2018 on la gagne, mais les premiers matchs contre l'Australie et tout c'était désastreux et heureusement que c'est des petites nations. Là on joue des gros directs. Et si on n'est pas dedans directement, ça peut être 2 claques et rentrer à la maison. C'est vrai. Non, puis j'ai vraiment ce mauvais souvenir de la Corée du Sud, là. C'était une catastrophe. Il y a eu la Corée du Sud, il y a eu l'Afrique du Sud. Tu te rends compte qu'on était champion du monde, champion d'Euro, et on se fait sortir comme des merdes pendant les poules. Mais bon, ça c'était des Coupes du Monde. Contre des sous-équipes, hein. Par exemple, l'Euro qui a été catastrophique, c'était l'Euro en 2008. Là. Je m'en souviens même plus. L'Euro en 2008, je crois que c'est... Bah justement, on était dans un gros groupe. Je crois que c'est l'Euro où on est avec l'Italie et les Pays-Bas en poule. Ouais. On n'est pas sorti des poules, on s'est pris des gifles. Ah ouais. Je crois que les Pays-Bas, ils nous ont mis 4-1. Ah ouais, mais bon, ouais. Après, c'était pas une super génération, c'était Domenech l'entraîneur, enfin c'est incomparable avec l'équipe de France d'aujourd'hui. J'avais oublié son nom. J'avais oublié l'existence de ce mec. Mais comme quoi, tu vois, ça peut... Le pire Euro pour moi, c'est l'Euro où la Grèce a gagné. C'était le 2004. Ah, le pire. Une équipe horriblement chiante à regarder jouer, tout le temps en défense, contre-attaque de la merde en barre. Moi, je veux des buts. Je veux des beaux joueurs. J'espère que Benzema va marquer des buts. Donc on a regardé une petite compilation de ce qu'il était capable de faire. On a constaté qu'il marquait beaucoup de la tête. Moi, cet Euro, ce qui me fait peur, c'est la qualité de jeu. C'est comme depuis ces dernières années, là t'arrives sur un Euro où les compétitions internationales, les Euros, les Coupes du Monde, les joueurs ils arrivent, ils ont fait des énormes saisons, ils sont à moitié cramés. Ouais. Déjà il y a ça. Ouais. En plus cette année, faut se rappeler quand même qu'ils ont joué, pour ceux qui jouaient dans les grosses équipes jusqu'à la fin, ils ont joué la Ligue des Champions en août dernier. Ils n'ont pas eu de vacances, ils ont repris la Ligue 1 direct, ils ont enchaîné toute la saison. Donc là on est un peu sur 2 saisons qui se sont enchaînées sans trop de pause et tout. On arrive à cet Euro, il y a beaucoup de gens à court de forme, il y en a pas mal qui ont eu le Covid. Du coup l'état de forme des joueurs, je sais pas dans quel état on va les retrouver quoi. Et en plus, il y a moins de préparation que les autres années. C'est-à-dire qu'avant, tu avais au moins 3 semaines de préparation, là ils ont à peine 2 semaines. Et que 2 matchs amicaux pour se mettre en jambe. Qu'est-ce que tu penses de Didier Deschamps, sélectionneur? Je pense que c'est ce qui se fait de mieux pour l'équipe de France. Hein. C'est vrai. C'était pas forcément ton point de vue il y a 2 ans, il y a 3 ans. C'est en 2018. J'étais pas méga fan. Hein. Non, après sur le jeu on peut redire des choses. Mais le truc c'est que c'est l'homme qu'il faut pour gérer les égos et les gros joueurs en fait. Et c'est ça qui manque dans plein de gros clubs genre Paris ou autres. C'est que t'as des stars, mais il n'y a personne pour les gérer et après ça donne du grand n'importe quoi. Ce que j'aime bien avec Deschamps, c'est que peu importe que tu t'appelles Mbappé, Griezmann ou autre, s'il voit dès les premiers matchs amicaux ou autres ou le premier match de compète que c'est nul, que le mec il donne pas ce qu'il doit donner, il va pas avoir de remords à dire ok c'est machin, je le sors quand même. Et ça, il n'y a pas beaucoup d'entraîneurs qui peuvent le faire ou autre. Et en plus, il a de la légitimité dans le sens où il est vice-champion d'Europe avec l'équipe, champion du monde. Donc peu importe qui t'es dans l'équipe, si t'es pas au niveau,
il y a plein d'autres bons joueurs sur le banc et il n'hésitera pas. Et c'est ça aussi la force de l'équipe de France, c'est que vu qu'il y a pas mal de bons joueurs, tu peux vite en sortir un qui est pas en forme pour en mettre un autre. Ouais. Tu penses pas que Zidane fera un meilleur job que lui? Là on a le top du top. Qu'est-ce qu'il vaut Zidane concrètement? Toi qui as suivi son parcours au Real Madrid. Parce que je me souviens qu'il y a quelques années tu disais il a énormément de chance. Ils avaient gagné 3 fois d'affilée la Ligue des Champions. De toute façon il faut toujours de la chance pour aller loin dans les compétitions. Même la France en 2018 a de la chance pour aller au bout. Enfin il faut toujours une part de chance. Mais Zidane, je pense que c'est quelqu'un qui a un aura et tout par son parcours de qui c'est et tout, et du coup il va être écouté par un vestiaire et tout. Après en termes de tacticien et tout, je suis mitigé. Genre, ok, il a gagné 3 Ligues des Champions, mais avant lui en 2014 c'est Ancelotti. Zidane était son adjoint à l'époque. Ancelotti gagne la Ligue des Champions avec le Real. Et Zidane en fait quand il reprend l'équipe après que Ancelotti soit viré, il change pas grand chose, il a gardé à peu près ce que Ancelotti c'est Ancelotti qui a mis les bases de cette équipe là en fait. Ouais. Et en plus t'avais un effectif énorme avec les Ronaldo, les Bale et tout à l'époque qui était vraiment leur apogée. Et donc je pense que c'était le mec idéal pour gérer un vestiaire comme ça, parce que de par le joueur qu'il a été, bah il peut parler à un Ronaldo, à un Bale ou autre, les yeux dans les yeux, et ces mecs là vont le respecter et tout et l'écouter. Mais après s'il devait gérer une plus petite équipe ou tu vois ou construire lui-même une équipe de A à Z, je sais pas ce que ça donnerait parce que. Tiens, je vais placer une anecdote sur Zidane. Je suis sûr que t'es pas au courant. Récemment, là, je crois que c'était à Montpellier, il y a Rémi Gaillard qui a mis en place une cagnotte parce qu'un SDF s'est pris une amende parce qu'il ne portait pas son masque. Truc de fou. Et je crois que l'amende c'était un truc genre 500 ou 600 euros. Et du coup, il a mis en place une cagnotte. Il a dit je ne bouffe pas tant que j'ai pas récolté le pognon pour payer l'amende du SDF. C'est bien, moi j'adore ce mec. Et tu sais qui l'a appelé pour payer l'amende? Zinedine Zidane. La classe quand même. Donc il y a un mec bien. Non, une légende vivante le mec. Non mais bien sûr que c'est une... Mais c'est vrai que tout le monde rêverait de le voir entraîneur de l'équipe de France. Ça serait vraiment le symbole ultime, même si j'aime beaucoup Deschamps. Hein. Moi Deschamps il m'a surpris parce que c'est vrai qu'il est un peu froid en interview, mais respect quoi. En fait ce que tout le monde reproche à Deschamps un peu, c'est que c'est un homme de la gagne et tout qui va nous faire gagner, mais les gens lui reprochent un peu la manière de jouer de l'équipe, qu'avec les joueurs qu'on a on pourrait peut-être jouer mieux ou autre. Mais après, enfin, déjà on n'a pas de garantie que Zidane ferait mieux jouer l'équipe, et même si c'était le cas, il y a plein de sélections dans le passé ou autre qui avaient un très beau jeu et elles sont pas allées au bout. Je veux dire, bien jouer, faire du beau jeu, c'est pas gagné. Ouais. Non, puis là je sais pas, je trouve qu'il y a une espèce de forme d'excitation, tu vois, parce que Benzema, c'était la mésentente avec Deschamps, ça n'allait pas, on se disait c'est plus possible, tant que Deschamps sera là, il pourra jamais revenir. On a été champion du monde sans lui, tu vois, avec le groupe actuel qui est excellent. Et là, le fait que Benzema revienne, on se dit putain, c'est un joker supplémentaire. Là, tout est possible, on peut tout écraser. Bah, en attaque, on est forcément gagnant. Qu'est-ce qui peut nous arrêter, bordel de merde? On va les écraser. L'Allemagne, c'est terminé, le Portugal aussi, la Hongrie. C'est quoi? C'est un pays? C'est en France? 2018. C'est en Europe? Oui. T'as des joueurs cadres qui sont dans un meilleur état de forme qu'aujourd'hui. Ah ouais? Bah, genre par exemple, moi, Varane, je me pose des questions sur son niveau actuel, avec le Covid qu'il a eu la saison. Ah oui, oui, oui. Je crois que tu disais ça dans l'autre sens. Bonne saison, tu vois. Enfin, ouais. Non, puis ils ont pris. Attends, ils ont 3 ans de plus qu'en 2018, faut prendre ça en compte. En attaque, on est gagnant. Parce que si tu regardes bien l'attaque. Est-ce qu'Mbappé est aussi rapide qu'il y a 3 ans? Honnête. Enfin, après, je sais pas s'il est chronométré à chaque fois. Je sais pas, mais en tout cas, il est toujours aussi efficace. Les 6 derniers mois qu'il fait apparaître, il est énorme. Ouais, c'est toujours un super bon joueur. Mais le truc, c'est que si tu regardes bien l'attaque par rapport à la Coupe du Monde, on garde Mbappé. Dembélé, il était déjà là, mais bon, il jouait pas beaucoup parce qu'il était pas. Dembélé, il a pris de l'ampleur depuis parce qu'au Barça, il a fait des meilleurs matchs et tout. Donc Dembélé, il est plus fort qu'il était en 2018. Coman, il s'était blessé, je crois, en 2018, donc il n'était pas là. Or, c'est quand même aussi un pilier au Bayern et un joueur très important offensivement. Donc offensivement, je suis pas inquiet. Genre, on a vraiment 5 joueurs de top niveau. Ouais. Mais après, moi, c'est plus sur milieu de terrain. Est-ce que Pogba arrivera à faire la même Coupe du Monde qu'il avait fait en 2018, sachant qu'en ce moment, vraiment, avec United, c'est pas la forme. Varane, c'est pas la forme. Kimpembe, on verra. L'ancien défenseur, c'était Umtiti qui est plus là parce que malheureusement, il joue plus avec le Barça. Il a pas été bon et tout. Plus des blessures. C'est triste parce que si on affronte la Belgique, on n'aura pas le coup de tête d'Umtiti. Ouais, mais en fait, ce qui nous a fait aller au bout dans cette Coupe du Monde 2018, c'est que sur chaque match
tout le monde a apporté quelque chose. Ouais, puis il y avait une nouvelle révélation, tu vois, Pavard contre l'Argentine, contre l'Argentine, il y a Hernandez et Pavard, les deux latéraux qui font l'action, qui amènent un but de fou. Il y a eu la tête de Varane sur un match, sur un coup franc de Griezmann, sur un autre match c'était une petite... Enfin, tout le monde est venu à rapporter sa petite touche, et c'est ça qui fait qu'une équipe va au bout. C'est qu'avant la compète, tout le monde est là à parler, Mbappé, Griezmann, Benzema et tout. Ouais, les stars. Mais il faut pas s'attendre à ce que ce soit eux qui fassent tout. En fait, si l'équipe elle veut aller au bout, il faut que tout le monde donne le petit plus et faut qu'il y ait l'esprit d'équipe. C'est le truc le plus important. Et ça, c'est dur à avoir. Parce que c'est vrai qu'avec le temps, les égos. Et ils sont tous plus ou moins potes et tout. Ouais. Genre, je pense que le groupe il vit bien ensemble là-dessus, je suis pas inquiet. Mais ils avaient tout à prouver en 2018. Là, en fait, et ça, c'est un truc que Marc Lavoine a dit, et je pense qu'il a raison. Le truc le plus dur. Attendus, quoi. Le truc le plus dur, en fait, c'est pas de gagner, c'est de durer. Ouais, c'est remettre ton titre en jeu. Sûr. Là, ils le remettent en jeu. On s'attend à une performance aussi énorme qu'en 2018. Bah, déjà, tout le monde les attend, donc tout le monde va jouer leur vie contre. Ouais. Et eux, attention de pas avoir un excès de confiance à se dire ouais, sur le papier. On a encore une meilleure équipe qu'en 2018. En 2018, on a gagné, donc on va forcément gagner. Non, ça marche pas comme ça. Ouais. Il y a le terrain et. Mais après, je pense qu'ils en sont conscients quand même. C'est des mecs, ils jouent tous à haut niveau dans les clubs et tout. Et les autres nations, tu parles pas beaucoup de l'Italie. L'Italie, c'est quoi? C'est l'hécatombe, ils font plus rien. Alors, on va parler des autres, entre guillemets, grosses nations, mais que j'ai pas trop citées. Par exemple, l'Italie, les Pays-Bas, l'Espagne. Parce que pour moi, c'est des nations que je vois. Il y a des manques dans les effectifs. Pour moi, c'est des nations qui sont derrière maintenant et qui n'iront pas au bout. Ah, c'est triste. C'était tellement une grande nation, l'Italie. Même si c'est des tricheurs qui roulent par terre, je les aime beaucoup. Ça reste des équipes sur un match qui peuvent être dangereuses, mais elles n'ont pas un effectif assez complet pour aller au bout. Ouais. Et les Espagnols? Non. C'est quoi leur top player aux Espagnols et aux Italiens? Est-ce qu'on a des équivalents Mbappé Bah, il y a des bons joueurs, genre tu prends l'Italie par exemple en attaque, ça va, il y a quelques bons joueurs, genre il y a le gars de la Juve là, Chiesa ou Chiesa, je sais plus son nom. Tu vois, on reconnaît. Si on retient pas son nom, c'est qu'il y a un problème. Il y a Bernardeschi, il y a. C'est comme quand Riola retient pas le nom de la nana là. Comment elle s'appelle la nana? C'est pas Morgane mais Megan machin truc. Ouais, je sais plus. Bah, tu vois, tu retiens pas son nom, c'est un problème. L'Italie, je sais pas, c'est. Qu'est-ce qu'il devient Materazzi? Bah, ça fait des années qu'il joue plus Materazzi. Non, mais je sais bien qu'il joue plus. Genre en défense, ils ont toujours des Bonucci. Moi j'espère qu'il est en train de croupir dans un cachot. Ils ont toujours des Bonucci, des. Putain, j'ai des trous là. L'autre. Enfin, en défense, il y a toujours des vieux briscards, mais ils commencent à être vieux et c'est pas ce qui se fait de mieux aujourd'hui. Milieu de terrain, c'est là où c'est vraiment faible, je trouve l'Italie. Déjà, il compte vachement sur Verratti, mais Verratti pour l'instant il est blessé, un peu incertain, mais le coach il compte sur lui jusqu'au bout. Et puis Verratti, on a vu ses limites. Genre. Est-ce qu'il fume toujours autant? Oui. Bah ouais. Mais après, tu vois, c'est des équipes, c'est pas dégueu, mais elles sont moins fortes que les favoris. Genre, ils ont pas un effectif complet. Franchement, je comprends pas. Moi, il est payé combien, Verratti? C'est quoi son contrat? Je sais plus, je sais pas. Oui, des millions. Il est payé des millions. On me paye des millions, j'arrête de fumer, hein, je vous le dis. Vous me payez des millions en Barzolini, j'arrête de fumer, je vous le promets. Là, il n'y a pas encore. Il n'y a pas encore assez. Donc l'Italie, pas terrible. L'Espagne, on a quoi comme top player? Bah, l'Espagne, déjà, le gros problème, ouais, c'est que leur charnière centrale va être complètement en reconstruction parce que pendant des années et des années, c'était Piqué Ramos. Or là, Ramos, il participe même pas à l'Euro parce que hors de forme, donc il n'a pas été sélectionné. Donc c'est leur capitaine emblématique et c'était leur meilleur défenseur, il est pas là. Piqué, je crois, il est pas sélectionné non plus, et puis de toute façon, Piqué, c'est une fin. Donc là, ils vont avoir Laporte, qui était, je sais pas si t'as suivi ce débat-là. Du tout. Laporte, c'était un joueur français, mais vu que Deschamps l'appelait jamais, il a décidé de... Changer de nationalité? Ouais. Oh, le traître. Donc il participe à l'Euro avec l'Espagne. Laporte, tu es un traître. Je sais même pas à quoi il ressemble, j'ai jamais vu, j'ai jamais entendu parler. C'est un défenseur qui joue à Manchester City, et même à Manchester City, il est passé 3ème, il est plus... Et il a déjà joué en équipe de France ou était réserviste ou... Alors joué... Non, il a déjà été appelé, je crois, mais il a pas joué. Ah d'accord. Et il a été très peu appelé et tout. Mais en fait, il a vu que... pas la légende. Le truc, c'est un arriviste. Il a vu qu'en équipe de France, c'était bouché et qu'il allait jamais être appelé, il aurait pas sa place, donc il allait en Espagne, parce qu'en Espagne, ils ont besoin de gens. Ok. Donc déjà, la défense de l'Espagne, elle est en reconstruction. Leur gardien, avant c'était Derrea, maintenant il est passé numéro 2, et puis Derrea, il est catastrophique en ce moment. Il y a juste à voir la finale de Ligue Europa, par exemple. Donc leur défense, leur gardien, voilà.
Leur milieu de terrain, ils ont toujours des vieux briscards, genre des Busquets ou autres, mais ça commence à vieillir. Mais bon, on va dire qu'ils ont quand même des bons joueurs techniques et tout au milieu de terrain qui leur permettra d'avoir une bonne possession de balle. Mais leur autre problème, c'est devant. En fait, devant, ils n'ont pas de tueur. Et en fait, l'Espagne et l'Allemagne, ça a été ça le problème ces dernières années. C'est que c'est des équipes qui avaient 70-80% de possession de balle, mais qui convertissaient pas leurs occasions parce que ça manquait de vrais tueurs devant. Et du coup, ils se prenaient des vieux contres et... Non mais ça de toute façon c'est insupportable, les équipes qui passent leur temps à faire des passes pour rien marquer comme l'Espagne entre 2010 et je sais plus quelle année. Et en fait le problème de ces équipes c'est sans ballon, parce qu'ils ont tellement l'habitude d'avoir le ballon que dès qu'ils perdent le ballon et qu'ils jouent contre une équipe qui leur prend un peu le ballon et tout, ils ont pas l'habitude et ils sont mauvais dans le pressing, l'aspect défensif et c'est là où l'équipe de France est très forte dans ce secteur, mais que ces équipes là ils ont un vrai manque et c'est pour ça d'ailleurs en Allemagne qu'il a rappelé des mecs comme Thomas Müller et tout, c'est qu'il sait qu'ils vont apporter ce côté pressing défensif et tout que des plus jeunes en Allemagne n'apportent pas. Je veux un pronostic Thomas, un pronostic définitif. Qui va gagner l'Euro 2021 ? Qui peut le gagner ? Qui va le gagner ? Allez, faut se mouiller un petit peu. Moi je vois bien une finale genre France-Angleterre. France-Angleterre, ça aurait de la gueule. Et qui va gagner entre la France et l'Angleterre ? La France. C'est sûr ? Tu m'as dit que les Angleterres étaient très très chauds. Là je suis français, je crois en mon pays et genre on a une belle nation, tu vois. C'est pas parce que j'exprime des doutes et des défauts et que je dis attention de pas trop... Tu te rappelles du montage qu'a fait Pouet Pouet Kiki en 2018 ? Non. En même temps il avait raison. C'est qu'on avait fait des pronos, on faisait quelques lives tu sais avant les matchs, et à chaque fois, parce que tu sais on a quand même affronté l'Argentine, la Belgique et compagnie, et à chaque fois tu disais l'Argentine va gagner, la Belgique va gagner, et puis à chaque fois c'est la France qui est passée. Non, attends, contre l'Argentine, j'ai jamais dit ça, peut-être contre la Belgique, ouais. Et il avait fait un montage où j'avais pris une photo de toi et moi avec les maillots de l'équipe de France, et en fait, sur chaque. En fait, c'est tout le temps la même photo. Si on retrouve les vidéos, je pense ce que j'avais. Ah, mais je les ai encore. C'est que les deux équipes qui me faisaient peur et que je voulais pas rencontrer pendant le tournoi pour l'équipe de France, c'était le Brésil et la Belgique. Heureusement, on a eu de la chance, les deux elles se sont rencontrées juste avant, et il y en a une des deux qui a déglingué l'autre. En l'occurrence, la Belgique a sorti. C'était génial parce qu'on avait pris une photo en fait, mon frère et moi, et Pouet Pouet en fait, à chaque fois il t'avait collé le maillot de l'équipe qu'on affrontait, genre l'Argentine, la Belgique et tout, et tu disais la bulle c'était l'Argentine va gagner les gars, la Belgique va gagner, et puis après t'as la dernière photo où il y a on a gagné les mecs, jouaient toujours du la France. Et là, c'est la photo d'origine où on a les maillots. Ah, mais de toute façon, après, c'est des pronostics. Comme je vous dis, là pour l'instant, c'est que du paper. Parce que. Bah, de toute façon, le foot est imprévisible, c'est-à-dire qu'il peut tout se passer. Mais bien sûr. On peut se prendre un péno dès le début, dans l'autre sens, c'est pareil. Il y a des erreurs d'arbitrage monumentales. La VAR, on sait même pas à quoi ça sert parce que des fois on l'utilise, des fois non, c'est insupportable. Moi, j'ai envie de tout casser. Est-ce qu'on peut parier sur cet euro ? Parce que moi, je vais écouter tes pronostics. En 2018, je croyais vachement la Belgique et cette année, j'ai omis des gros doutes et je pense qu'elle ira pas au bout. Si ça se trouve, du coup, ça sera peut-être l'inverse, tu vois. Peut-être. Mais... Il peut tout se passer. Peut-être que vous allez vous marrer en réécoutant cette vidéo dans un mois en vous disant ah, regardez les cons, ils ont raconté n'importe quoi. Tout ce que je dis, c'est sur le papier, en termes d'effectifs et tout. Les trois équipes qui ont l'effectif pour aller au bout, c'est France, Allemagne, Angleterre. Et après, faut toujours faire attention au Portugal, c'est un bon outsider. Mais hormis ces quatre lois, je pense que la Turquie peut faire un bon euro, une bonne surprise parce qu'ils ont une équipe correcte. Et après des nations comme la Belgique ou autre, faut faire toujours attention. Mais ces nations-là, tu vois, je les mets derrière, je les vois pas aller au bout. Ouais, mais les Turcs, d'où ils sont à l'euro ? C'est européen comme pays ? Non, mais je vous le demande, est-ce que c'est un pays européen ? Pour moi, non. Bah, l'Angleterre, elle fait plus partie de l'Union Européenne. Ouais, c'est l'Angleterre. Bah, elle fait plus partie de l'Union Européenne. Oui, donc mais tu pourrais avoir la même logique. Oui, mais c'est l'Europe. La Turquie, d'où c'est en Europe ? La Turquie, c'est entre l'Asie et l'Europe. Mais c'est pas l'Europe pour moi. Pourquoi ils sont là ? C'est pas normal. Si jamais ils gagnent, on dira non, désolé, vous étiez pas en Europe. Non. Bon, du coup, tu annonces France-Angleterre la finale, France gagnante. Très bien, ça me va très bien. Est-ce qu'on a oublié d'aborder certaines choses ? Un petit mot peut-être sur la Ligue des Champions, là, ce qui s'est passé, Tourelle champion, Thiago Silva. Quelle est ta réaction, Thomas ? Chelsea, j'ai regardé quasiment tous leurs matchs. Et j'étais assez confiant pour eux parce que contre le Real, je savais que au niveau du rythme et tout, ils allaient être beaucoup plus costauds et tout. Et le Real, de toute façon, c'était déjà bien de faire une demi-finale pour eux vu la saison. Et la finale, en fait, genre, tu te rappelles, je t'avais dit, moi j'étais à fond derrière Chelsea et j'y croyais. Ouais. Parce que déjà, Chelsea avait battu Manchester City les deux matchs d'avant là, en Cup et en championnat. Même si City, sur ces matchs-là, n'avait pas mis la grosse équipe. Mais en fait, j'étais confiant parce que je savais que c'est City qui allait se saboter.
Parce que Guardiola, dans les grands événements, en fait, il fait toujours des trucs bizarres. Or là, il nous a fait vraiment un truc bizarre, c'est qu'il a joué sans numéro 9, bon, comme toute la saison à la limite. Mais en plus, il a joué sans numéro 6. Il a mis Gundogan, qui est plutôt un milieu créateur offensif et tout, en numéro 6, alors qu'il avait Fernandinho et Rodri sur le banc. Donc déjà incompréhensible. Et il a mis Sterling en attaquant ailier gauche, alors qu'il a jamais fait jouer Sterling de la saison. Donc Guardiola, il a fait n'importe quoi. Il a fait, je sais pas, il a voulu changer au dernier moment sur une finale. Alors qu'en plus, toute la saison, il avait dit que les autres années c'était planté en Ligue des Champions parce que justement il réfléchissait trop, il faisait trop de changements. Donc il avait dit que cette année il en ferait pas. Toute la compète, il a joué normal comme en championnat. Ça s'est bien passé. Et en finale, arrivé là, il a tout remis en doute, il a tout changé et ça a été n'importe quoi. Et Chelsea, bah, c'est très très costaud. Hein. La défense est ultra costaud, le gardien est très très bon. Et puis il y a Kanté quoi. Et Kanté, encore une fois, il fait un match énorme. Tu regrettes pas ton maillot. Le seul truc qui me faisait peur pour Chelsea et pourquoi au début moi je les voyais pas aller au bout, c'était leur attaque, parce que Werner c'est vraiment quelqu'un qui vendange beaucoup trop. Et je m'étais dit en Ligue des Champions, quand t'arrives à trop vendanger devant, que tu loupes les 2-3 occasions que tu vas avoir dans un match, ça passe pas. Bon, ils ont eu de la chance, c'est qu'il y a d'autres mecs qui ont réussi à marquer, et puis là la passe de Mount, elle est énorme et tout, mais je pensais que Werner ça allait être un problème pour eux, mais bon au final ils ont bien géré leur finale et chapeau à eux. Puis Tourelle, bah ouais, bravo à lui, mais moi ça enlève pas ce que je disais en fait. Je voulais plus de Tourelle au PSG parce qu'il sabotait. Parce qu'en fait, je pense que de ce qu'on a entendu et tout, il était pas content du recrutement de Leonardo qui avait ramené des mecs comme Pereira et tout au milieu. Et donc, il lui a fait savoir, en mode il l'a mis en défenseur central, il a mis Marquinhos qui a rien à foutre au milieu. Enfin, c'était du sabotage, il faisait jouer l'équipe n'importe comment. Donc, de toute façon, à Paris ça marchait pas. Lui ça lui allait pas, il y avait trop de politique et tout comme il disait, et lui ce qui l'intéresse c'est le terrain. Donc je pense que c'était pas un entraîneur pour le PSG. Après c'est aussi peut-être le problème de l'organisation du PSG qui devrait se remettre en question. Et parce que ça fait quand même beaucoup d'entraîneurs qui passent par le PSG et ça va pas en fait. Ouais. Donc au bout d'un moment tu te dis sur leur organisation, il y a un problème tu vois. Parce qu'on peut parler de Tourelle qui gagne la Ligue des Champions, mais bon il y a aussi Emery qui était l'entraîneur avant Tourelle au PSG qui a gagné la Ligue Europa là, avec Villarreal. L'année où il vire Ancelotti aussi en 2013, bah Ancelotti gagne la Ligue des Champions l'année d'après en 2014 avec le Real. Là cette année c'est Tourelle. Enfin tu vois. Et du coup ça prouve que tous les entraîneurs qui sont passés à Paris étaient pas des mauvais entraîneurs, juste ça collait pas avec Paris. Et là Tourelle chapeau à lui, ça a très bien marché avec Chelsea. Et surtout quand il reprend Chelsea est 9ème, c'est une catastrophe. Lampard, il s'est mis des joueurs de Chelsea super importants comme Aspilicueta, il l'a mis au placard et tout alors que c'est des légendes dans le club. Et Tourelle il a réussi à revenir, tout relancer, et ils sont passés de 9ème à 4ème en première ligue et ils ont qualifié pour la Ligue des Champions. Ils gagnent une Ligue des Champions, enfin tu veux dire quoi en fait, genre chapeau à lui. Hein. Mais à Paris c'était mieux qu'il parte, ça marchait pas. Et un mot de fin. Et Thiago Silva, moi j'ai pas aimé son attitude en finale. Ah. Parce que ça nous a encore montré le problème de Thiago Silva. Si vous comparez par exemple deux matchs, vous comparez la finale de l'Euro 2016 Portugal-France, où au bout de genre 10 minutes, Ronaldo il se blesse, et dès qu'il sort du terrain en fait, ça devient le deuxième entraîneur. Le mec il est en bord de pelouse, il harangue ses coéquipiers, il les encourage, genre il est à fond derrière, il les booste et tout pour qu'ils se donnent et qu'ils la gagnent. Thiago Silva, il se blesse là pendant la finale de la Ligue des Champions, et ça y est, c'est les mêmes images que d'habitude, il commence à pleurer dans son coin et tout. Enfin, mec, t'as encore 10 coéquipiers qui sont sur le terrain, il joue une finale de Ligue des Champions, genre, ok, c'est dur pour toi, t'es âgé et tout, c'était peut-être ta dernière, mais genre, par respect pour ton équipe et tout, tu dois continuer à être avec eux mentalement, à les encourager et tout, tu peux pas comme ça craquer, tu vois, ça envoie des mauvaises ondes à l'équipe. Ouais. Donc, voilà. Et le mot de la fin, Thomas, cette vidéo va sortir juste avant le premier match amical France-Pays de Galles. Qui va gagner? Oh, la France, normalement. Facile. Gareth Bale, il est pas en forme? Bah, Gareth Bale, ces dernières années au Real, c'était pas terrible. Là, il est reparti à Tottenham pour se relancer, mais pareil, hein, entre ses blessures, il a fait un ou deux bons petits matchs et tout, mais c'est plus le Bale il y a 4-5 ans, quoi. Et il y a 2-3 autres joueurs intéressants comme Ramsey et tout, mais bon, le Pays de Galles, c'est... Ouais, c'est même pas une nation, quoi. C'est rien. Non, c'est une bonne équipe de foot, mais c'est pas une équipe qui peut rivaliser avec les 4-5 grosses nations du moment, quoi. Bon, là, un petit but de Benzema pour fêter sa sélection, ce serait très bien. Bah écoute, merci Thomas, merci beaucoup pour toutes les informations. On se retrouve évidemment les prochaines semaines avec Thomas. On va débriefer ensemble les matchs de poule de l'Euro 2021. Sachez que si jamais la France sort, moi j'arrête de regarder. Hein.
Si on est disqualifié, moi je regarde plus cette compétition de merde parce que c'est une compétition de merde. Tu regardes que pour l'équipe de France, il y aura des... Moi je regarde juste l'Euro et la Coupe du Monde et éventuellement un peu la Ligue des Champions quand on gagne. Je suis le PSG et la France, le reste ça m'intéresse pas. Mais merci d'avoir tout débriefé, Thomas. Ce qui est sûr, c'est que rendez-vous le 15 juin, c'est le match qui va un peu tout déterminer là, contre l'Allemagne. Ouais. Ça va être dur. On vous dit à très bientôt. Ciao. Au revoir, merci.